La bonne info, c'est la bonne heure sur GTV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 4 mars 2024. Les titres. Les faits visés par la loi d'amnistie sont désormais connus. Dans un décret signé le 1er mars 2024, le président de la République a ordonné la présentation du projet de loi devant l'Assemblée nationale. Les conclusions des assises nationales sur la table du président de la République, le chef de l'État a pris note et s'engage à saisir le Conseil constitutionnel pour avis ses propos dans cette édition. Et puis la vente de vaisselle, une activité bien fructueuse en cette veille de Ramadan. Les vendeurs ne diront pas le contraire. Un tour a été fait au marché HLM. Et puis la bonne heure recevra ce soir comme invité M. Talibouya Aïdara, cadre républicain, responsable APR Bignona et membre du cellule communication de Benno Bokk-Yakaar. Il nous rejoindra en fin d'édition, mais en attendant, bonsoir. Bonsoir Auré, bonsoir à toute l'équipe de Global Télévision et bonsoir aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Monsieur Aïdara, que nous retrouverons tout à l'heure en fin d'édition. En attendant, le développement de l'actualité, c'est tout de suite. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV, cette édition que nous démarrons avec le décret signé le 1er mars 2024 du président Macky Sall qui a ordonné la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, est chargé d'en exposer les motifs. Toutefois, l'opposition dignette et rejette catégoriquement cette proposition. Aïssatou Ba. C'est un peu plus sur la loi d'amnistie. Le chef de l'État Macky Sall, qui dit tenir à l'apaisement de l'espace public sénégalais, a pris un décret ce 1er mars 2024 portant présentation d'un projet de loi. Le texte qui est soumis à l'Assemblée nationale vise, selon l'exposé des motifs, à amnistier les infractions commises tant au Sénégal qu'à l'étranger et couvrant la période allant de 2021-2024. Toutefois, ce vœu cher du locataire de la présidence de la République ne semble pas faire l'unanimité. En effet, plusieurs leaders politiques se sont prononcés contre ce projet, y compris le Forum civil et les mouvements politiques comme Y en a marre. C'est inacceptable. La loi d'amnistie ne fera que protéger Macky Sall et son entourage. Et heureusement que les familles des détenus rejettent cette loi-là. Elle ne passera pas. On va se battre et tout député qui votera pour ce projet de loi n'a qu'à prendre ses responsabilités et il fera face au Sénégal. Ce projet de loi d'amnistie a été adopté au Conseil des ministres ce mercredi 28 février 2024 après être évoqué au dialogue national. Il sera ainsi présenté à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. D'ailleurs, la conférence des présidents du bureau de l'hémicycle sont convoqués ce lundi pour examen des affaires en instance. Tel qu'annoncé en titre, les conclusions du dialogue national sur la table du président de la République. Au terme de 2 jours de dialogue, les 2 commissions chargées de dégager les conclusions, notamment sur la date et la conduite à tenir après le 2 avril, ont fini leur travail. Ils ont donc remis leur rapport respectif ce lundi au président de la République. Les détails avec Amsatou Gano. Tenue du 26 au 27 février 2024, les 2 commissions chargées de dégager les conclusions issues de cette concertation vont remettre ce lundi leur travail aux gardiens de la Constitution. Le dialogue national initié par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, était l'occasion pour les dialogueurs de discuter afin de trouver un consensus autour de la date de l'élection présidentielle, même si beaucoup d'opposants ont décliné leur invitation et ont préféré se rendre au Conseil constitutionnel pour déposer le recours. C'est de constater
la carence du président de la République, à qui il avait demandé depuis le 15 février de fixer une date dans les meilleurs délais pour l'élection présidentielle. À l'issue de cet échange, la date du 2 juin a été proposée par les participants pour la tenue du scrutin de 2024. Un projet de loi d'amnistie et une éventualité prolongation du mandat du président ont été aussi soulevés. Par contre, ces conclusions sont balayées d'un revers de main par la plateforme Aar Sunu Élection, le mouvement Y en a marre et par d'autres opposants. Cette mésentente a même provoqué des séries de manifestations. Mais déjà, pour moi, un bénéficiaire. Oui, je ne comprends pas cette loi-là. À qui bénéficie cette loi d'amnistie? Je pense qu'on ne peut pas amnistier quelqu'un qui n'est pas encore jugé. Donc je pense que cette loi-là, ils l'ont fait pour couvrir leurs crimes. Donc on va sillonner les organisations des droits de l'homme pour combattre cette loi. Et cette loi-là, on ne le laissera pas passer. Donc on va faire tout pour le bloquer comme on l'avait fait en 2012. En décidant de convoquer un dialogue, le président Macky Sall espère trouver une solution pour apaiser cette crise politique née du report des élections. Actuellement, la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Merci à Amsatou Gano pour ce rappel des conclusions du dialogue. Justement, conclusion déjà reçue par le président Macky Sall ce lundi qui avait été tenu, donc dialogue qui avait été tenu sur l'organisation de la présidentielle. Il a profité de la rencontre tenue au palais présidentiel pour annoncer aux ministres et aux membres de la délégation qu'il va saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Les propos du président de la République au micro de Ali Mangassa. Nous avons l'honneur et le privilège de vous remettre le rapport du dialogue national qui a été organisé sur votre initiative. J'ai bien pris note des recommandations du dialogue national. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés, que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, la question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture sur cette situation de l'après 2 avril. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Et il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. On ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organisent le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Lorsqu'on connaît la vitalité de notre démocratie, lorsqu'on connaît le respect que nous avons pour nos institutions et pour notre constitution, et la preuve est là, tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre du dialogue des institutions. Il n'y a aucun problème, chaque institution a joué son rôle pleinement. Pleinement. C'est une démocratie majeure
qui montre que lorsqu'il y a une difficulté, on a les ressorts et les outils pour gérer ces crises. Et il faut s'en féliciter, les Sénégalais doivent être fiers de leur pays et des capacités dont nous disposons pour justement réguler nos différends, faire en sorte que ces difficultés soient surmontées et que le pays continue sa marche vers l'émergence dans une société démocratique, ouverte et dans un processus surtout électoral transparent. Le terrain des HLM Grand Yoff a été le point de convergence d'une grande mobilisation initiée par le mouvement Front de l'opposition regroupant le FC25, le F24, la société civile et Aar Sunu Élection. Leur combat commun, le respect de notre démocratie. Écoutons les différentes propositions ou bien les différentes cris du cœur au micro de Mamadou Lamine Diédhiou et de Junior Ndiaye. Ma présence est en tant qu'un citoyen, aujourd'hui qui est soucié de l'avenir de ce pays. Ce qu'on voit, ce pays nous a tout donné. Donc aujourd'hui, personne n'a le droit de détruire ce pays-là. Et nous avons voté depuis des années 1800. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus élire notre président. Et ça, c'est dramatique. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à ce prolongement de mandat. Nous voulons que les citoyens puissent élire leur président, élire quelqu'un qui va prendre les destinées de ce pays-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour soutenir Aar Sunu Élection. Ma présence étant un élément du troisième âge, c'est juste pour témoigner de notre solidarité, de notre engagement pour une justice pour le Sénégal. Vous savez tous, le Sénégal étant un pays démocratique, l'actuel président étant élu comme président de la République démocratiquement, je pense que vraiment il n'est pas question de cette manière il libère le Sénégal. Parce qu'il doit engager des élections. C'est ça que le Sénégal a connu. Donc il ne faudrait pas que vraiment ce jeu-là, que ce jeu arrête. Et très sincèrement, vraiment, on est complètement désorienté par rapport à ce que le président est en train de faire. Vous voyez, son mandat est fini. Le Conseil constitutionnel a validé une liste. Moi, je crois que démocratiquement, on doit engager les élections et que le meilleur gagne. Vraiment, le pouvoir appartient au peuple. Et les Sénégalais n'ont que le jour des élections pour exprimer leur point de vue, pour exprimer vraiment la personne qui doit diriger le pays pour 5 ans. Un rassemblement qui s'est d'ailleurs terminé en queue de poisson, une bagarre suivie de jets de pierre. Il a d'ailleurs fallu l'intervention des forces de l'ordre pour interrompre la manifestation. Il semblerait qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre militants de Taxawu et ceux de Pastef. Les détails avec Abdoulaye Dieye. La manifestation du Front pour la défense de la démocratie FDD de ce samedi s'est terminée en queue de poisson. Les militants de Khalifa Sall au banc des accusés dégagent leurs responsabilités et pointent du doigt ceux de l'ex-Pastef. Le président Khalifa Sall se présente comme... Khalifa Sall est le président de la réconciliation. Il appelle souvent dans son programme à la paix, à la cohésion sociale et au dialogue. Donc, il ne saurait être un homme de source d'actes de violence envers la population. D'attaques, d'invectives ou d'insultes. De l'autre côté, il indexe le premier magistrat de Dakar, Barthélémy Diaz. Comme vous le voyez, nous avons organisé cette manifestation uniquement dans le but de dénoncer ce qui se passe dans le pays. Et c'était une marche pacifique. Mais les khalifistes sont venus pour saboter les choses. Et les uniques responsables sont Khalifa Sall et Barthélémy Diaz. Ils sont venus avec des couteaux, des machettes et des pompes à gaz, donc pour perturber et saboter la manifestation. Mais juste nous voulons rappeler à Khalifa Sall et Barthélémy Diaz que si Bart est devenu aujourd'hui maire de Dakar en grande partie, c'est grâce à nous. La manifestation contre le report de l'élection présidentielle et la manipulation de la Constitution organisée par le Front pour la défense de la démocratie s'est mal terminée, un incident que le FDD déplore. Ainsi, il compte saisir la justice avec des poursuites judiciaires contre les responsables de cette tentative de sabotage prémédité.
Comme nous venons de le constater, donc, des échauffourées ont mis aux prises des partisans de Khalifa Babacar Sall et de Ousmane Sonko ont mis fin à ce rassemblement organisé par le Front de résistance. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir utilisé des armes blanches alors qu'ils étaient censés porter le même combat. Pour Hassan Samb, journaliste et analyste politique, tel ne devrait pas être le cas. À l'en croire, l'opposition devrait s'unir pour faire face au pouvoir. Il est au téléphone de Ndella Ndiaye. Ce qu'il faut regretter, ce sont justement ces divergences entre opposants qui aboutissent souvent à des actes de violence, parce que l'opposition a tout intérêt à rester en bloc, d'autant plus que nous vivons une situation particulièrement exceptionnelle où il y a un dérèglement du calendrier électoral et des batailles à mener ensemble, ne serait-ce que des batailles de principe sur le respect du calendrier, sur le respect de l'inclusivité et de la transparence de l'élection. Toutes choses qui font que aussi bien l'opposition que la société civile ont intérêt à rester tous ensemble dans un bloc unique pour éviter de trop se disperser, au risque effectivement de perdre du poids par rapport à sa capacité à faire pression sur le régime, mais aussi de véritablement ne pas s'organiser davantage pour mener effectivement des batailles communes pour gagner des élections. Donc il y a vraiment, c'est regrettable ces situations-là et c'est préjudiciable à la capacité future de l'opposition de pouvoir gagner des élections. Direction Tambacounda, les opérateurs semenciers en rogne contre l'État du Sénégal. Selon eux, l'État leur doit 171 milliards 600 millions de francs CFA, une dette de plus de 3 ans qui plonge ces derniers dans une situation désastreuse. Ces pères de famille sont menacés par les banques et sont à l'agonie. Cette présente campagne est très difficile et la saison prochaine agricole à venir déjà hypothéqués car ils ne pourront plus payer les semences. Ils ont sonné l'alerte depuis Tambacounda, suivant Modou Sen, membre de l'organisation des opérateurs privés stockeurs, qui s'exprime au micro de Amadou Diallo. Cette présente campagne, nous sommes confrontés à des problèmes. Des problèmes effectivement qui nous ont mis à genoux. On ne peut pas parler de campagne arachidière sans argent. Cela revient à partir en guerre sans armes. Voilà, depuis presque 3 ans, l'État nous doit une manne financière très importante qui s'élève à 171 milliards 600 millions. Ce qui nous a mis à genoux, c'était vraiment la banque agricole qui nous soutenait à chaque fois pour faciliter la collecte des arachides. Nous sommes arrivés à un tel point que la banque ne peut plus, parce que d'après les informations, nous devons 31 milliards à la banque agricole. Donc la banque est partie à tel point que la banque ne peut plus nous donner crédit. Nous avons des impayés que nous ne pouvons pas honorer parce que l'État nous a pas donné notre argent. C'est à travers cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cela, c'est-à-dire pour décrier, pour vraiment montrer à l'État que nous sommes vraiment à genoux. Nous ne parviendrons plus à collecter les arachides qui sont au niveau de notre contrat. Bon, si ce n'est pas payé, c'est peine perdue. Si ce n'est pas payé, nous n'avons pas les moyens pour aller en campagne, véritablement. Si ce n'est pas payé, ce n'est pas la peine. Nous n'avons même pas les moyens de partir en campagne. Et ça va se répercuter sur vos familles même? Mais tout à fait. Bon, vous savez que nous n'avons pas presque d'autre boulot que le fait d'accompagner l'État dans sa politique agricole. Vraiment, on est désolé. Et puis notre reportage du jour, la vaisselle qui joue aux vedettes dans les marchés. En effet, à quelques jours du démarrage du mois béni de Ramadan, la vente de vaisselle connaît un essor fulgurant. L'originalité de la vaisselle est un élément important dans la préparation des mets à l'heure de la rupture du jeûne. Ce sont les propos de ceux qui se sont exprimés au micro de Ndella Ndiaye dans son reportage au marché HLM.
Ramadan rime avec mes succulents, mais le tout doit être présenté avec des couverts assez originaux. Signe de coquetterie, certainement. À cet effet, les femmes ont pris d'assaut les marchés à la recherche de vaisselle pour renouveler la cuisine. Je suis à la recherche de vaisselle pour le Ramadan, pour pouvoir rendre heureux mon mari et mes enfants. J'ai choisi ce lieu pour préparer le Ramadan car je veux faire de mon mieux pour ce mois béni en achetant des nouveautés et rendre toute ma famille heureuse. Même bu sawaru ndogu sax jour bob dina sawar ndogu parce que joxe lek ak ni nga koy joxe lolu moy tax nit ki sawara lek mais bo jëndé say kaas yu baax jënd say brada yu baax say cafetière yu baax def jënd ba jënd sa defukaay tàndarma su ngoon jotee nga laal sa torsion yu baax nga daal di tegal sa alaaji mu daal di ndogu ba suur. Les vendeurs confirment qu'il y a beaucoup de nouveautés, mais les clients se font rares. Nous sommes à la préparation du Ramadan comme d'habitude. Ainsi, on achète de vaisselle parce qu'on sait que tout le monde en aura besoin au mois de Ramadan. Mais par rapport à certainement, la tension sociale ambiante et la conjoncture économique assez difficile sont passées par là. Et puis la société SGO intervenant dans l'exploitation dans la commune de Sabadola a remis des moyens logistiques aux élus et aux populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie et faciliter les évacuations. Il s'agit de 3 ambulances, un corbillard et 6 véhicules au maire et au président du conseil départemental de Saraya. Le tout est estimé à 285 millions de nos francs. Occasion saisie pour inviter les populations à libérer les entreprises pour faciliter l'exploitation de l'or. Le maire de Sabadola, quant à lui, réclame davantage d'infrastructures routières pour le désenclavement de la zone. Suivons les propos d'Abdoulaziz Si, le directeur général de la SGO. La cérémonie d'aujourd'hui illustre concrètement ce partage symbolisé par l'acquisition et la mise à disposition au profit des collectivités territoriales du département de Saraya de 6 véhicules destinés donc aux élus locaux, de 3 ambulances au profit des postes de santé de Khosanto, Djahaling et Bambaraya et d'un corbillard pour la commune de Saraya pour un coût global de 285 millions de francs CFA. L'exploitation minière est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration étroite entre les différentes parties prenantes que sont l'État du Sénégal. Il y a aussi les collectivités territoriales qui jouent un rôle crucial dans la médiation et dans l'accompagnement à l'échelon local. Il y a les communautés elles-mêmes qui facilitent la libération des emprises nécessaires et qui nous fournit aussi une grande partie de notre main-d'œuvre. Donc je voulais ici poser la question de la libération d'un de nos jugements, le jugement de Kiesta. Donc on a été très patient, on a fait les négociations et donc c'est très important qu'ensemble on puisse trouver une solution. Parce que la manière dont c'est exploité aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est responsable. La preuve, et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les populations de Belédougou, ce qui s'est passé il y a quelques jours à Momokono, dans un site d'orpaillage où on a assisté à la perte tragique de 3 vies humaines dans des conditions vraiment qui sont à déplorer. International et en brève, un navire marchand transportant plus de 20 000 tonnes d'engrais combustibles a sombré dans le golfe d'Aden après une attaque. Le commandement central des États-Unis a confirmé samedi en fin de journée que le navire avait coulé en mer Rouge après avoir été frappé par un missile balistique anti-navire le mois dernier. Les quelques 21 000 tonnes d'engrais à base de sulfate de phosphate d'ammonium que transportait le navire présentent un risque environnemental en mer Rouge, a déclaré le CENTCOM. Dans un communiqué, en coulant, le navire présente également un risque d'impact sous la surface pour les autres navires qui empruntent les routes de navigation très fréquentées de la voie navigable, a-t-il ajouté. Donc, selon le site Tank Trackers, le naufrage provoquerait
une catastrophe environnementale dans les eaux territoriales et en mer Rouge, selon l'agence de sécurité maritime dirigée par la marine britannique. Le navire attaqué se trouvait à 35 000 nautiques, soit 65 km du port yéménite de Moka. Et puis la page internationale pour boucler cette édition, la Ligue 1 sénégalaise joue sa 15e journée ce week-end. Le Teungueth FC a consolidé sa place de leader en s'imposant à domicile devant l'Union sportive de Ouakam 2-1. Les résultats complets avec Mansour Djassé. La 15e journée de la Ligue 1 sénégalaise s'est jouée ce week-end avec comme match phare Teungueth FC Union sportive de Ouakam. Les Rufisquois sont restés maîtres à domicile en remportant le match 2-1 et du coup conforté leur place de leader. Le Giraffe de Dakar de son côté concède le match nul face à Dakar Sacré-Cœur. La Sonacos de Diourbel bat le Ndiambour de Louga 3-1. Match nul vierge entre US Gorée et Génération Foot. Stade de Mbour et Diamano de Fatick font match nul 2 buts partout. Le Casa Sport perd à domicile devant le Guédiawaye FC 1-0. Merci pour cette page de sport de Mansour Djassé qui met un terme d'ailleurs à cette édition, mais qui se poursuit avec un entretien. Notre invité ce soir, c'est M. Talibouya Aïdara, cadre républicain responsable APR Bignona, membre également de la cellule communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonsoir M. Aïdara. Bonsoir ma sœur, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de GTV. Le plaisir est partagé. Alors, après un tour et puis la version en Wolof avec Ndeya, nous poursuivons avec un entretien en langue française. En tant que membre du parti au pouvoir, nous avons suivi tout à l'heure la